Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage que j'aurai le plaisir de vous présenter avec l'ami Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre. Comment vas-tu? Un peu fatigué. Un peu fatigué. Ouais. Ah. Beaucoup d'essais, beaucoup de travail. Beaucoup de bébés qui pleurent la nuit. Et beaucoup de bébés qui pleurent la nuit. Driss c'est un jeune papa, comme vous le savez. Le Garage, c'est donc chaque mardi à midi, chaque mercredi à 21h pour la première diffusion, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Pour ce troisième numéro de la saison, une grande et une petite, avec pour la grande l'Opel Insignia Sportourer. Oui, je te regardais Driss, désolé. Et je vais regarder personne pour la déclinaison break donc, de l'Insignia essayée il y a quelques mois dans le garage. Et puis une mini citadine tchèque, j'ai nommé la Skoda Citigo, ça c'est pour la petite, donc relookée que nous avons essayé dans sa version Monte Carlo. Pour parler de tout cela, avec nous sur ce plateau, le pilote intraitable, monsieur Philippe Martinet, caressim.com. Salut. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour Driss. Salut. Et chez lui, du donjon où il contemple la campagne Tourangelle, le professeur docteur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les papas. Salut Michel. Voilà pour ce qui est du sommaire et des présentations. À tout de suite. Alors on dit que les grandes berlines n'ont plus la cote, a fortiori les breaks non plus. Pourtant après sa nouvelle Insignia sortie il y a quelques mois, après une offensive produit très axée sur le SUV, Opel propose aujourd'hui la déclinaison Sport Tourer de sa berline Insignia. Nous l'avons essayé. Alors chez Opel, ça fait longtemps qu'on fait des voitures, ça fait même très longtemps qu'on fait des breaks. Ça, c'est une Cadette A de 1964, Grégoire. Exactement. Elle est marrante cette voiture parce que c'est un break, mais il n'y a que 3 portes. Ça se fait plus aujourd'hui. Hein. Ça se fait plus. Ce côté shooting break, finalement, malheureusement, on l'a perdu. Et c'est assez élégant. Ouais, c'est élégant et puis il y a de la place. Hein. En tout cas, derrière, c'est vaste. Ça correspondrait à quoi aujourd'hui cette voiture? Si elle était dans la gamme, on l'appellerait comment? Moi je trouve qu'elle a un petit côté ludospace, ouais. Une hybridation entre un véhicule avec des vraies fonctions utilitaires et puis un transport de personnes. C'est un peu un crossover de l'époque finalement. On prend, comme tu me disais, on prend un utilitaire, on rajoute des sièges et des vitres et on en fait un transport de personnes en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est les premières années du break, hein, c'est la Cadette A Caravane et c'est vraiment les premières années de ce type de carrosserie sur le marché automobile. Alors, on roule un petit peu avec, mais on est là pour essayer un autre break Opel, l'Insignia Sport Tourer. Et je vous propose qu'on passe au volant de l'Insignia Sport Tourer maintenant. Voilà, j'ai laissé Grégoire dans son Opel Kadett de 1964 pour prendre le volant de cette Insignia Sport Tourer de 2017. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est la version break de l'Insignia Grand Sport qu'on a essayé il y a quelques mois dans l'émission. La silhouette évidemment se distingue par ce pavillon qui est légèrement surélevé par rapport à la berline et qui se prolonge donc comme un break. Curieusement, la voiture est un tout petit peu plus courte, d'1 centimètre à peu près, que la berline. Néanmoins, pour le reste, c'est la même. À l'intérieur, à l'extérieur, on retrouve cette ligne inspirée du concept Monza dont on a déjà parlé. Et on va voir un petit peu comment elle se comporte au volant. Alors la première chose qu'on remarque et qu'on avait déjà remarqué dans la berline, c'est l'insonorisation très soignée sur ce véhicule. Il y a une autre chose que la voiture ne peut pas cacher, c'est sa perte de poids. La berline avait perdu 170 kg, sur le break on est à 200 kg. Donc en fait le delta de poids entre les deux, la berline et le break, s'est réduit. Et au volant on retrouve une voiture qui est plutôt dynamique par rapport à son encombrement. Elle l'est d'autant plus qu'il y a une position sport qui va raffermir un petit peu la suspension et puis qui va améliorer la réponse à l'accélérateur également. On retrouve quand même les sensations d'une berline routière.
c'est confortable, on est très bien installé. On est un peu comme dans un cocon, hein. On pose ses coudes de chaque côté, on tient le volant du bout des doigts. Bon, si on veut, c'est bardé d'assistance électronique pour maintenir le cap, pour vous aider à reculer, pour freiner à votre place si jamais vous êtes un petit peu distrait. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut en termes d'assistance, je veux dire, du moment. L'instrumentation numérique est plutôt bien faite. Vous savez, je ne suis pas fan de ça, mais elle est plutôt bien faite, lisible, agréable. Et en termes de finition, bah, ma foi, c'est bien assemblé. Les matériaux sont corrects, pour le segment également. Voilà. Alors le modèle que j'essaye actuellement, c'est une version 2 litres diesel de 170 chevaux. On est dans une finition supérieure avec, vous voyez, ce grand toit panoramique. Donc il y a tout l'équipement à bord, les sièges ventilés et chauffants, tout ce qu'il faut pour voyager en toute sérénité. Et au niveau du tarif, c'est pas exagérément cher puisqu'on est autour de 40 000 € pour la base de cette version diesel 170 chevaux. Alors évidemment, question traditionnelle de fin de sujet, est-ce qu'on achèterait cette Insignia Grand Sport? Opel est bien conscient que c'est une voiture qui se vend essentiellement aux sociétés, c'est une grosse partie des ventes de l'Insignia, c'est évidemment normal, ça n'interdit pas quand on est évidemment un particulier de l'acheter. Pourquoi est-ce qu'on pourrait acheter cette voiture? Simplement parce que c'est une voiture dans laquelle il y a de la place, qui est confortable, qui n'est pas un SUV, on n'est pas obligé d'aimer les SUV, on n'est pas obligé d'avoir envie d'être assis en hauteur, et on n'est pas obligé d'avoir envie de remplacer un monospace par un SUV. On peut avoir envie de remplacer un monospace par un break, un peu dynamique, un peu sympa, et typiquement cette Insignia fait le job. On est donc à 40 000 € pour le prix d'accès de cette version 170 chevaux diesel. La voiture en elle-même, l'Insignia Sport Tourer, démarre à un peu en dessous de 30 000 €, autour de 28-29 000 €. Donc c'est une voiture qui est bien dans ses tarifs, bien dans sa gamme. Voilà. Moi je serais assez client, sincèrement, si je devais acheter un break familial. Je pense que cette Insignia Sport Tourer ferait partie de la liste, en tout cas, des modèles que j'étudierais à l'achat. T'es un tricheur. Pourquoi dis-tu que je triche? T'as déjà un break. Oui, j'en ai déjà un. J'ai pas dit que j'en rachèterais encore. T'es client. Michel, je sais que tu as toujours un avis sur les voitures qui sortent un petit peu des modes, parce que le break, c'est plus vraiment à la mode. Non, mais le break n'est plus vraiment à la mode. Les berlines ne le sont encore moins. C'est un vrai problème aujourd'hui, c'est que même Passat, qui est quand même le roi de la berline, qui est censé être le seul qui se vende à peu près correctement, ils sont en réduction de cadence dans leur usine parce que ça marche pas. Donc Mondeo marche pas, Ford Mondeo marche pas. Skoda tire un tout petit peu son épingle du jeu. C'est très compliqué pour les berlines en ce moment. Et Opel fait vraiment des efforts avec l'Insignia, avec son Astra, etc. Il y a une réduction de poids. C'est des voitures qui deviennent vraiment recommandables. Et tu l'as dit, tu l'as noté, sur Insignia, il y a quand même un silence absolument extraordinaire qu'on n'avait jamais rencontré sur les autres Opel. Donc c'est une bonne auto. Sauf quelle est la place de cette auto aujourd'hui? Si Opel un jour tire son épingle du jeu, ce que je lui souhaite, et ce que je souhaite à leur porte-parole qu'on a vu dans le sujet, Grégoire Vitry, c'est que c'est un peu la place. Opel peut prendre la place de Skoda, justement, parce qu'il y a un vrai truc à jouer sur des modèles bien foutus, pas trop chers, avec pas un design exubérant, mais tout le monde n'aime pas ça. Et quant aux berlines, nous particuliers qui achetons des voitures, il faut en acheter parce que c'est évidemment vraiment mieux suspendu, beaucoup plus confortable qu'un SUV, et on en trouve des pas chers du tout d'occasion. Neuf, ça reste très cher parce que quand même le prix d'accès de cette Insignia est un peu plus cher que le prix d'accès d'un SUV aujourd'hui, compact, et ça devient vraiment concurrent, y compris dans les entreprises. Bon, alors effectivement, tu parles de SUV compact. L'Insignia, c'est comme une grande berline. Hein. Toi, Philippe, tu l'as essayé. Ton avis sur cette voiture, d'ailleurs, ton ressenti en tant que conducteur? Déjà, premièrement, je trouve qu'elle est jolie, cette voiture. Elle est fine. Moi, je trouve aussi. Que pour je une trouve grande berline, elle est fine. Pas fadasse, quoi. Tout à fait. Elle a un petit côté break de chasse, entre guillemets. C'est un effet de style, mais avec la ligne qui retombe sur l'arrière. C'est assez bien fait. La face avant, c'est vrai, est assez fine. Elle est assez dynamique.
et à conduire. Elle a quelque chose vraiment de bien. Ce sont ces sièges qui sont absolument énormes. On est bien maintenu, etc. Ils ont un système de sièges, c'est une option, mais c'est vraiment très chouette. Ensuite, on est assis assez bas. Par contre, si tu donnes des petits coups sur la table, ça s'entend dans les micros. Voilà. C'est juste petite parenthèse. Excuse-moi, pas de souci. Mais tu sais, moi, je suis comme ça, je bouge. Et donc, c'est vrai qu'on est assis assez bas. On a une position de conduite qui est vraiment excellente pour, entre guillemets, piloter. En tout cas, elle se conduit avec beaucoup d'aisance, elle se conduit avec beaucoup de facilité. C'est clair que la diminution du poids, elle est beaucoup plus légère qu'avant. Ça se ressent énormément. On a un pouvoir directionnel qui est absolument parfait. Et franchement, c'est une bonne voiture. Alors, elle est disponible en 2 et 4 roues motrices. On nous l'a même fait essayer sur un petit circuit de vitesse. Alors, il ne s'agissait pas d'en faire une voiture de course, mais c'était histoire de montrer qu'elle pouvait quand même se comporter pas mal, on va dire, en étant poussée un petit peu. Toi, en tant qu'ancien pilote, qu'est-ce que tu as tiré de cette séquence ? Alors, ce que j'ai tiré de cette séquence, bon, on l'a essayé sur circuit, mais on était un petit peu limité, mais on a pu quand même le faire. Je l'ai fait aussi sur piste, parce que j'ai eu l'occasion de conduire la version 4x4 et je l'ai poussé un petit peu sur piste. Excellent. Ouais. C'est super équilibré, c'est tranquille, on a des bons ressentis. Encore une fois, on a des sensations au volant qui sont parfaites et on peut rouler aussi bien avec le SP que sans le SP. On a un bon feeling et il faut soulever cet aspect particulier de cette voiture, c'est qu'elle a une possibilité d'avoir une transmission intégrale et c'est pas non plus donné à toutes les voitures et ça va bien avec l'esprit break. Alors, transmission intégrale, et en plus, il y a une version baroudeuse qui va sortir, le nom m'échappe, peut-être que tu t'en souviens. Je crois que c'est Country Tourer. Oui, Country Tourer, voilà. Ouais. Qui, elle, va venir, Michel, plutôt concurrencer les Audi Allroad, les A4 Allroad ou les Volvo XC, les Volvo V40 Cross Country. Est-ce que tu penses qu'il y a un coup à jouer là, de la part d'Opel sur ce segment-là, encore plus niche pour le coup? Encore plus niche, mais finalement, c'est essayer de se rapprocher des SUV, ce que fait Skoda aussi avec ses combis Octavia. Et je pense qu'il y a un coup à jouer. Encore une fois, je le répète, finalement, Opel est un peu sur le même créneau et cherche le même créneau que Skoda. Et donc, il y a quelque chose à jouer. Quand je dis cherche à jouer ce coup-là, c'est dans l'hypothèse où PSA ne décide pas de faire autre chose, parce qu'aujourd'hui, Opel est dans le groupe PSA. Il ne faut pas oublier que les décisions vont se prendre dans l'année qui vient. Il est même question, c'est pour l'instant de l'ordre de la rumeur, mais il est même question qu'Opel devienne la marque électrique de PSA. Donc, il faut s'attendre à tout. Pour l'instant, on a des autos qui sont sur le marché. D'autres qui arrivent, comme le Grandland ou le Crossland, qui sont déjà des plateformes PSA. Donc, il faut voir où tout ça va mener Opel. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer autour de cette marque encore, qui n'est pas morte, comme on a pu le dire. Ouais. La marque électrique avec le logo en éclair, ce serait parfait. Et oui, évidemment. Voilà. Si je vous demande de me citer des modèles de Mini Citadine, qu'est-ce que vous me dites? Comme ça, instinctivement. Mini. Fiat 500. Fiat 500 à ma gauche. Twingo, voilà. Twingo. Renault Twingo, Fiat 500, bien sûr. Smart aussi, pourquoi pas. On pourrait également évoquer les Peugeot 108 et Citroën C1. La Kia Picanto, la Volkswagen Up, mais on aura souvent du mal à se rappeler l'existence de la Skoda Citigo. La petite tchèque a pourtant quelques atouts à mettre en avant. On l'a essayé et on regarde. Nous voici à Prague en République tchèque où on essaye la Skoda Citigo. La République tchèque, les terres donc, de Skoda qui joue à domicile. Pour ce facelift d'une voiture qui est un petit peu sous-vendue, Michel. Sous-vendu, c'est rien de le dire. Il s'en est vendu 40 000 l'an passé, dans le monde entier, ce qui est quand même pas énorme pour une voiture à 12 000, 13 000 euros. C'est même pas grand-chose. Mais c'est la difficulté de toutes ces petites voitures-là qui finalement ne marchent pas si bien que ça. Et cette Citigo existe depuis 2012 maintenant. Donc 5 ans après, elle est enfin restylée et on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'elle sera renouvelée un jour ou est-ce qu'elle deviendra électrique? Enfin, le groupe VV se pose la question. Alors, elle aura ses versions électriques en 2019. Effectivement, est-ce qu'elle aura une version 2 c'est une grande question. On est effectivement à 3-4 ans d'un renouvellement de gamme
normal et on n'est pas du tout fixé sur l'avenir de cette voiture. Maintenant, cela dit, bon, on va pas parler du facelift parce qu'il est très léger sur l'extérieur. Oui, c'est juste la face avant. Mais on peut parler un petit peu de la voiture parce que voilà, c'est quand même bon, les micro-citadines, c'est quand même une grosse part du marché en Europe, en France notamment. Et pourtant, cette voiture qui est plutôt très bien équipée, qui est pas complètement, j'allais dire déconnante dans son segment. On voit pas trop ce qui lui manque pour qu'elle se vende parce qu'elle est en plus même pas très chère par rapport à ses concurrentes. Je pense notamment à la Kia Picanto. Là on est dans une version Monte Carlo qui est très bien équipée avec un look un peu sportif, etc. Mais ce qui lui manque, c'est peut-être d'être une Skoda, tout simplement. C'est-à-dire que dans le groupe VV, Skoda a une espèce de tradition d'habitacle géant, de coffre énorme, beaucoup de place, etc. à l'intérieur, notamment à l'arrière. Et ici, Skoda n'a pas pu faire de la Up et de la Mi chez Seat et chez Ils n'ont pas pu travailler sur la base. Voilà, ils n'ont pas pu l'améliorer, c'est vraiment la même voiture. Et donc le petit plus de Skoda habituel, on ne le retrouve pas. C'est peut-être ça qui lui manque. Alors que la Up en plus a un moteur qu'elle n'y a pas droit, un moteur un peu plus puissant. Donc elle est un peu handicapée par tout ça, ce qui fait qu'elle se vend peut-être un peu moins bien que les autres. Mais les trois ne se vendent pas formidablement par rapport à leurs concurrentes qui sont Twingo, Toyota, Citroën, Peugeot. Et il y a une vraie difficulté quand même pour les constructeurs à fabriquer des voitures comme ça, parce qu'ils sont obligés de les vendre peu cher et donc gagnent beaucoup moins d'argent que sur n'importe quel autre segment. Et donc tout le monde y va un peu avec des pincettes. Alors je la comparais à la Kia Picanto, elle est en version à peu près équivalente. Je pensais à la GT Line de la Picanto qui certes développe un peu plus de chevaux, 84 chevaux pour 75 chevaux là. On est sur toutes les deux sur un 3 cylindres 1 litre, donc vraiment des motorisations très similaires, avec on va dire le même type d'agrément ou de manque d'agrément en fonction de ce qu'on espère faire d'une voiture au look un peu sportif, parce qu'elle n'est pas du tout sportive. Elle a des suspensions qui ont un très grand débattement. Mais étonnamment, ces suspensions avec leur grand débattement qui s'avèrent assez souples en virage, quand on conduit la voiture, on a une impression de fermeté. Ouais, c'est vrai, on a l'impression qu'elles sont fermes en compression et très souples en détente. C'est assez étonnant. Alors ces joueurs, le train arrière est joueur, il part assez facilement. On peut s'amuser avec cette voiture, c'est une citadine, donc c'est pas fait avec pour un ça, ESP qui se déclenche très tard, presque comme sur une sportive d'ailleurs. Ouais, effectivement. Mais on avait dans le garage déjà remarqué ça. Je reviens toujours sur cette Kia Picanto, sur le côté un peu joueur de ce type d'auto finalement. Ce sont aujourd'hui avec ce genre de petites voitures qu'on arrive quelque part à s'amuser au volant parce qu'elles ne sont pas aussi bridées que les plus grosses. Elles se conduisent un peu à l'ancienne, elles restent assez légères, c'est assez rustique on va dire dans l'équipement et dans les assistances. Donc finalement on a quand même une espèce, c'est un bien grand mot, mais de plaisir à son volant quelque part. Mais oui, mais c'est marrant. Il faudrait peut-être lancer l'appel aux constructeurs, faites-nous des micro GTI, parce que finalement ça serait les seules voitures vraiment marrantes. Elles sont courtes, elles sont légères, avec quelques chevaux en plus, on peut vraiment s'amuser. On voit bien ça avec 30 chevaux de plus. Voilà. En termes de tarifs, donc on est à 9 000, un peu en dessous de 10 000 euros en version de base. On est à peine à 14 000 euros avec cette Monte Carlo qui est très bien équipée. C'est de mémoire à peu près 1 000 euros moins cher que la Kia Picanto GT Line, qui elle a un kit carrosserie un peu plus pertinent pour sa définition GT. Là on a juste sur cette Monte Carlo des stickers, voilà, et puis un intérieur assez sympa, assez vivant. Bon, la question traditionnelle, on l'achèterait ou on l'achèterait pas pour la micro-citadine? On l'achèterait, mais pas en entrée de gamme, parce que toutes les micro-citadines en entrée de gamme sont en gros à 9 999 euros pour être en dessous des 10 000, elles comme les autres. Ouais, c'est un peu des pensums à ce prix-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'en haut de gamme, elle est moins chère que les autres. Donc c'est plutôt moins cher que la Twingo aussi, moins cher que la Picanto, tu l'as dit. Donc là, c'est intéressant. Évidemment, à condition de faire abstraction de ce petit problème de suspension, mais sinon ça reste une voiture joueuse et plutôt agréable. Moi je la trouve plutôt jolie en 3 portes. Moins en 5, mais en 3 portes elle est jolie. Michel, pourquoi elle ne se vend pas, d'après toi, cette Citigo? Elle ne se vend pas comme toutes les autres ne se vendent pas, parce que fondamentalement, les constructeurs ne veulent pas les vendre. C'est très simple, quand on fabrique une voiture à 10 000 euros, qu'on la vend à 10 000 euros, on ne gagne rien dessus.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas une micro-citadine faite par une marque, par un constructeur seul. Parce que ce n'est pas rentable du tout. Renault fabrique sa Twingo avec Smart, Kia fabrique sa Picanto avec Hyundai, et Suzuki avec Mahindra pour sa Celerio, Opel avec Chevrolet pour sa Karl. Bref, aujourd'hui, c'est impossible. Un comptable va vous dire que n'en faites pas de ces voitures-là, sauf qu'il faut être sur le marché, donc on fait ce qu'on peut, mais on ne pousse pas à la vente non plus. Et même dans les réseaux, les vendeurs ont tendance à vous pousser vers un segment B, vers une Clio à 3 000 € de plus, pour essayer de gagner un peu d'argent, parce que ce n'est pas rentable du tout. Donc ça, plus le fait que ça manque quand même de polyvalence, et que les gens cherchent quand même des autos polyvalentes, et ils en ont pour 2 000 ou 3 000 € de plus, tout ça, cette équation-là fait que ça ne marche pas. Philippe, je te voyais dandiner un peu la tête. J'avais l'impression que tu n'étais pas tellement d'accord ou que tu avais un truc à ajouter. Moi, je trouve qu'il y a effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Michel, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce n'est pas que ça non plus, parce que dans les versions hautes, ils gagnent de l'argent je veux dire, le Delta avec la petite voiture d'entrée de gamme, on le retrouve aussi dans toutes les autres gammes. C'est-à-dire que je ne vois pas un vendeur vendre une voiture en entrée de gamme et puis que tout le monde le félicite avec la première motorisation. Non, mais sauf que dans les autres segments, c'est aussi valable sur les petites voitures, d'une part. Et d'autre part, il y a des contre-exemples comme Dacia, par exemple, qui gagnent de l'argent sur des voitures à pas cher. Michel. Oui, mais Dacia gagne de l'argent parce qu'en utilisant du matériel et des pièces qui sont déjà usées et amorties depuis longtemps sur d'autres modèles. Oui, mais c'est un peu pareil. Je sais pas, on parlait de PSA tout à l'heure avec la C1 et puis la C1 pour Citroën et puis l'autre c'est la 108, la 108 pardon, chez Peugeot. C'est exactement la même chose. Sauf que les ventes de C1, quand on monte un petit peu en gamme et qu'on ne parlez pas tous les deux en même temps, parce qu'on ne va pas vous entendre. Michel. Non, je voulais dire que les ventes de C1, 108 ou Aygo sont de 5 fois inférieures aux ventes de 208, Yaris et C3. Donc on est quand même dans le même rapport et le réseau n'a pas envie de vendre et gagne quand même un petit peu, mais gagne un petit peu d'argent même sur des entrées en gamme de segment B, ce qu'il ne fait pas sur du segment A, sur ces micro-citadines. C'est dommage, c'est dommage. Hein. Dans le sujet, Michel, tu disais, je rebondirai là-dessus aussi avec toi, Philippe, finalement, ce serait bien que les constructeurs fassent des micro-GTI parce que c'est marrant à conduire, ces petites voitures. On le dit, elles sont finalement un peu moins bridées, il y a un peu moins de technologie de bridage au niveau de la conduite, donc c'est un petit peu à l'ancienne. Hein, et Volkswagen, tu as entendu, parce qu'il y a une Hub GTI qui va sortir, la Hub qui est la sœur, hein, on va dire, de cette Citigo. Je me souviens, quand on avait essayé la Picanto, on s'était fait cette réflexion, Philippe, que on retrouvait des sensations un peu oubliées avec ces voitures-là. Tout à fait, oui, c'est ça, des vraies sensations de conduite. En fait, c'est des voitures amusantes. Et moi, je dis les gens cherchent toujours à s'amuser avec de la puissance. C'est vrai que d'avoir beaucoup de puissance, d'accélérer, d'avoir des gros freins, bon, ça donne des sensations. Mais avec ces voitures-là, on peut aussi s'amuser parce qu'il y a il y a moins de technologie, il y a peut-être moins de puissance, mais il y a aussi beaucoup moins de poids. Donc, on a de l'agilité, aussi on a un empattement qui est plus court. Donc, c'est des voitures agiles et qu'on a plaisir à conduire au quotidien, je pense. Des petits kartings. Ouais, des sortes de petits kartings. Alors, effectivement, bon, il y a la Hub GTI, il y a la Twingo aussi, RS, qui est super boostée aussi, c'est sympa. Enfin, c'est pas non plus une voiture de rallye, il ne faut pas exagérer. Dans le même ordre d'esprit, il y a la Smart Brabus, mais elle qui se positionne plutôt en mini-citadine très haut de gamme qu'en voiture sportive, mais ceci dit, à conduire, c'est aussi très, très amusant. Et ces petites voitures-là peuvent être fun, et sont fun. C'est pas juste de se déplacer d'un point à un autre, il y a aussi un petit côté pétillant dans certaines d'entre elles. Michel, et n'oublions pas les versions Abarth de la 500, qui sont quand même assez extraordinaires. Ah, clairement. Et également la petite Opel... la Dame Rox, et la Dame S, par exemple, elle est super. Clairement, vraiment. Qui est d'ailleurs peut-être la plus réussie de ces micro GTI, hein, pour le coup. Parce qu'elle reste confortable tout en étant vraiment amusante. Et elle est belle en plus. Enfin, avec les différentes propositions de style qu'ils ont, c'est pas mal. Alors, on l'a évoqué aussi dans le sujet, Michel, on parlait d'un hypothétique futur électrique pour cette Citigo.
Volkswagen vient de sortir sa Up en électrique. Ce que j'allais dire, elle existe déjà. On l'a essayé, on verra le sujet dans une prochaine émission. On l'a essayé il n'y a pas très longtemps, Driss. Est-ce que ça serait cohérent, tiens, Driss, une Citigo électrique? Parce qu'on a essayé la Up et grosso modo, ce serait la même chose. Écoute, c'est la tendance du moment. Tout le monde ne parle que de voitures électriques. Et pour le coup, le plus gros problème, c'est l'autonomie. Ce type de véhicule-là qu'on destine essentiellement à un usage urbain avec une motorisation électrique, finalement ce serait peut-être la bonne recette. Se pose cependant la question du prix, parce que forcément, qui dit électrique dit... oui. On fait grimper la facture d'une micro-citadine de 5, 6 ou 7 000 euros, ça devient un petit peu difficile Et là tu te retrouves, comme disait Michel, sur le segment supérieur. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible de sortir une micro-citadine électrique à moins de 15 000 euros, c'est pas possible. Et donc, on est en concurrence avec les B. D'autant plus que les B vont s'électrifier aussi d'ici 2 ans. Et donc, on va retrouver le même problème. On décale juste le problème. Et comme les bonus sont les mêmes pour tout le monde, finalement, se voir offrir entre 6 et 10 000 euros de bonus sur une compacte, ça devient intéressant. Et voilà, on garde le même écart avec la micro-citadine, finalement. Absolument. Michel, pour conclure, tu disais dans le sujet que le défaut de cette Skoda, c'est que c'était pas une Skoda. Mais oui, parce que Skoda, l'achat Skoda, c'est un achat totalement pragmatique. C'est qu'on fait pas très attention au design, qui est souvent pas extraordinaire chez Skoda, qui est assez passe-partout, mais on veut de l'habitabilité, on veut quelque chose de bonne facture. Et ce qui n'est pas le cas sur la série Citigo, Up, etc., ce qu'on lui a assez reproché, ses côtés un peu bricolage. Et quant à l'habitabilité, il reste celui d'une Up, donc c'est pas énorme, quoi. On n'a pas du tout cet avantage Skoda sur une Citigo. Donc les rares Citigo qui se vendent, c'est chez le client Skoda déjà conquis, mais c'est impossible de faire de la conquête avec un modèle comme ça. Ce sera le mot de la fin, messieurs. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci donc Philippe, merci Michel. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs, le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Les proms continuent sur Watch. Salut à tous. Salut, merci.